Cette liberté de choix proposée très tôt est en réalité des plus perturbantes. La pornographie des soi-disant cours d'éducation sexuelle, c'est faire irruption d'une manière violente, troublante chez ces enfants qui sont dans un devenir homme ou femme, donc dans un processus d'apprivoisement de la sexualité tellement délicat. Et les médias ont un pouvoir anxiogène immense. Faute de spiritualité, il devient difficile de donner du sens. Bonjour Monsieur Nino Rizzo. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler de la santé mentale chez les jeunes en 2024. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et psychanalyste et au cours de votre carrière, vous avez accompagné beaucoup de jeunes, d'adolescents mais également de familles. Vous avez occupé plusieurs postes de direction dans des centres de soins pour jeunes en difficulté et aujourd'hui vous vous concentrez sur votre pratique privée à Genève. Et vous êtes également directeur de l'Association suisse de psychanalyse et psychothérapie psychanalytique pour les enfants et les adolescents. Vous êtes donc une personne très appropriée pour répondre à cette interview. Depuis la pandémie de Covid-19, les pensées suicidaires et les tentatives de suicide ont augmenté chez les jeunes de 18 à 24 ans. En France, on a une étude menée en 2022 par l'IFOP qui montre que 40% des jeunes Français ont ressenti une détérioration de leur bien-être mental depuis le début de la pandémie. Ce sont des chiffres plutôt alarmants. Monsieur Rizzo, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on explique cette dégradation de la santé mentale dernièrement? Alors déjà, le fait de passer de l'enfance à l'âge adulte, donc l'adolescence, est un passage très difficile, toujours. Le passage a été difficile. Dans nos sociétés, il l'est encore plus, parce que apparemment les adolescents aujourd'hui ont un panel de possibilités presque illimité, mais en même temps, cela les prive de repères précis. Tout est possible. Aujourd'hui, il est même possible, en étant garçon, de devenir femme, et en étant femme, de devenir garçon. C'est simple. Or, cette liberté apparemment prodiguée pour le bien-être des enfants et des adolescents, notamment des adolescents, en réalité, les déstabilise profondément. Voilà, je dirais que le problème à la base, c'est cette apparente et immense et illimitée liberté pour devenir adulte, alors qu'en réalité c'est un passage, probablement avec le passage de la mort, le plus difficile de l'existence humaine. Ça paraît contradictoire parce qu'on se dit finalement la possibilité de changer de sexe par exemple, oui, en fonction de ce qu'on ressent. Beaucoup pourraient vous répondre mais c'est une opportunité pour les jeunes par exemple qui ne se sentent pas bien dans leur peau de changer. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Qu'est-ce que vous entendez par cet éventail de choix est un danger? Est-ce que vous pourriez développer? Oui, vous savez, dans le devenir adulte, donc déjà chez l'enfant et chez l'adolescent aussi, on a besoin d'abord, et ça peut paraître paradoxal, mais on a besoin d'abord d'objectifs précis. Devenir un homme ou devenir une femme. Je serai médecin, je serai avocat. Et puis, à partir de choix plus ou moins fixés, et même plus ou moins figés, à partir de ces choix-là, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je vais pouvoir m'orienter plus vers un objectif ou plus vers un autre. Autrement dit, j'ai besoin en tant qu'enfant de me dire je serai un homme comme mon papa, comme mon voisin, comme mon enseignant, comme mon grand-père. En tant que fille, j'aurais envie de devenir femme d'après ce modèle ou tel autre encore. Et puis, au fur et à mesure que j'avance vers le devenir femme ou devenir homme, là, oui, je pourrais choisir. Et effectivement, là, les choix sont très grands.
Mais cette liberté de choix proposée très tôt est en réalité des plus perturbantes, troublantes qui soient. On sait quand même qu'il y a une corrélation, en tout cas les courbes le montrent, hein, entre la crise sanitaire et l'augmentation de cette fragilité psychologique chez les jeunes. Est-ce que cette crise sanitaire, elle n'a fait que révéler des problèmes psychologiques qui étaient préexistants, ou est-ce que ça a vraiment provoqué une nouvelle forme de détresse selon vous? Une nouvelle forme de détresse, oui et non. Je vous disais, en soi, l'adolescence et l'expérience de l'adolescence est une expérience délicate, difficile, troublante, angoissante, suivant les latitudes sociales, suivant les adolescents. Mais je pense que la crise sanitaire que nous avons récemment vécue est venue apporter un coup que probablement les politiciens n'ont pas du tout imaginé. Préoccupés comme ils étaient par l'aspect économique de la crise. Avoir privé des adolescents de leurs copains et donc de leur vie sociale, je veux dire. Dans certains pays comme l'Italie, on en est arrivé à fermer les écoles et c'était la scolarité uniquement à distance. Alors, avoir privé ces jeunes de leur vie sociale, de leurs camarades, ça aurait été comme m'avoir privé, moi ou vous, de notre vie familiale. Je veux dire par là que pour les adolescents, à partir de 12, 14, 16 et 18 ans, 20 ans, le groupe des pères, le groupe des copains, des copines remplace la famille. Donc les priver de ce milieu tellement important, vital pour les adolescents, c'est comme si on m'avait dit à moi, voilà, là pendant 1 an, 2 ans, vous ne verrez ni votre femme, ni vos enfants, ni votre père, ni votre mère, ni vos frères, ni vos sœurs. Me priver de la famille, c'est la dépression assurée. Les politiciens n'ont pas du tout pensé à ça. Oui, d'ailleurs, on voit hein, les dépressions ont augmenté ces dernières années, on le disait tout à l'heure. Les jeunes femmes semblent particulièrement touchées par cette vague de détresse psychologique. Il y a une étude française menée en 2022 qui a montré que 51% des jeunes femmes de moins de 35 ans se sentaient plus déprimées depuis le début de la pandémie, contre 35% seulement des jeunes hommes. Pourquoi est-ce que les femmes elles sont plus vulnérables selon vous? Peut-être parce que les femmes... et déjà même les fillettes sont plus proches de leur monde interne, émotionnel, que les garçons. Les filles ont plus de facilité à accéder ou à laisser surgir d'elles-mêmes des émotions telles que la tristesse, la peur, et donc, ils ont un accès plus facile, alors que chez nous, les garçons, pour simplifier un peu, il nous suffit d'avoir un ballon, et puis voilà, on chasse tous les sentiments liés à la tristesse, à la peur, à l'anxiété, etc. Oui, le garçon, de par sa motricité, et je parle là donc de la différence entre garçons et filles. Le garçon, de par sa motricité qui prend un rôle très important dans son développement psychique, il est plus facile pour le garçon de passer à côté, de refouler tout ce monde d'émotions liées à ce qu'on appelle la dépression. Donc la tristesse, la peur, l'anxiété, etc. Les filles sont plus proches de ces émotions-là. Et donc, elles sont plus facilement atteignables du fond d'elles-mêmes par ce type d'affect, d'émotion. Oui, c'est compréhensible. Et les femmes ont tendance à, pour extérioriser, disons, faire sortir cette émotion aussi, à devoir parler, mettre des mots. C'est très important pour elles. Alors que pour les garçons, encore une fois, il suffit de se réunir et de donner quelques coups de pied sur un ballon, c'est bon.
ça suffit. Il y a une communication à minima qui est faite, rien que par la motricité chez les garçons. Alors que chez la fille, la parole prend un rôle plus important, n'est-ce pas? Donc la pandémie a touché davantage ces êtres plus sensibles, pas plus fragiles, mais plus sensibles, que sont les filles en général. Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que au-delà des statistiques, dans les cabinets privés comme le mien, on voit aussi toute une série de garçons qui ont une certaine sensibilité, une certaine proximité à ce monde émotionnel interne, qui ont été plus facilement fragilisés que d'autres garçons ayant une vie sociale, une vie sportive plus développée. On observe aussi une augmentation des hospitalisations pour automutilation chez les adolescents. Donc là, ce n'est pas des gens qui vont jusqu'à se donner la mort, mais c'est presque le cas. Selon une étude de The Foundation for European Progressive Studies, parmi les jeunes qui ont des pensées suicidaires, on aurait 30% des jeunes qui ont déjà tenté de passer à l'acte. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce geste grave? Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que les proches peuvent faire pour identifier les signes de détresse chez les jeunes? L'adolescent commence à aller mal dans ce processus justement de devenir adulte, dans cette quête de l'homme qu'il pourrait être, de la femme qu'il pourrait être. Et comme je vous disais, quitte à ensuite, chemin faisant, à modifier son parcours d'identité sexuelle, par exemple. Oui, le garçon ou la fille qui, dans ce cheminement typique de l'adolescence, commence à vivre des difficultés plus ou moins importantes, en général ont deux modalités d'exprimer leur mal-être. Et c'est là où les parents pourraient être attentifs. Il y a des adolescents, de même que des adultes, mais chez les adolescents, peut-être c'est plus visible. Il y a des adolescents qui auront tendance face à ces difficultés à devenir adultes, à vouloir enfreindre les limites. Et donc, c'est la colère, c'est les décisions trop rapidement prises, même dangereuses. Et donc, avec une série de passages à l'acte. Pas forcément dangereux, mais qui interrogent les limites, qui poussent les limites. Je pense que ça, c'est un mode comportemental chez l'adolescent qui doit, à mon avis, mettre en alerte les parents. Mais à l'opposé, on a des adolescents qui ont plus de difficultés à s'exprimer par le comportement, par les agir, et qui vont, au contraire, se refermer sur eux-mêmes, hein, de manière inhabituelle, de manière excessive. Donc, voilà, ce qui, à mon avis, devrait pouvoir être un premier signe d'alarme pour les parents, c'est soit une attitude de l'adolescent un peu trop violente, un peu trop agressive, ou bien au contraire une attitude, un comportement qui va plutôt du côté de l'inhibition. Oui, c'est intéressant tout ce que vous mentionnez. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, mais les jeunes semblent être exposés à la sexualité, à des questions en lien avec l'identité sexuelle de plus en plus tôt. Au-delà des questions d'identité sexuelle, il y a aussi la question de la sexualité en elle-même. Avec les réseaux sociaux, l'accès à l'information en ligne, les jeunes sont de plus en plus enclins à tomber sur des images en lien avec la sexualité qu'ils ne seraient pas censés voir. Ça modifie profondément leur rapport à la vie affective, à l'intimité. Est-ce que cette exposition précoce à la sexualité, elle joue un rôle dans l'augmentation des troubles psychologiques chez les jeunes? Tout à fait. Elle est déstabilisante, troublante. Vous savez, la sexualité, de même que la dimension violente, sexualité et violence, ce sont les deux grandes pulsions
de l'être humain qui doivent pouvoir évoluer et s'imbriquer d'ailleurs. Eh bien, la découverte et l'apprivoisement de ces deux pulsions se fait dans l'intimité de chacun de nous. On découvre la sexualité dans l'intimité des relations garçon-fille ou garçon-garçon, fille-fille, mais justement dans l'intimité parce que cette intimité respecte l'évolution du garçon ou de la fille. Alors que, par exemple, proposer des images par vidéo, mais malheureusement l'accès à la pornographie est d'une grande facilité, malheureusement, ou bien le leur proposer par des soi-disant cours d'éducation sexuelle, c'est faire irruption d'une manière violente, troublante chez ces enfants qui sont dans un devenir homme ou femme, donc dans un processus d'apprivoisement de la sexualité tellement délicat. Oui, ça participe de la déstabilisation, de la fragilisation de l'adolescent. Tout ce mouvement de hypersexualisation de nos enfants. Oui, vous le dites, hein, il y a de plus en plus ces cours d'éducation sexuelle et cette idée que la sexualité doit être connue, doit être découverte le plus tôt possible. Il y a une dame sur les réseaux sociaux, Colline de Sénarclan, qui est une féministe assez connue à Genève, qui disait récemment que la sexualité, ce n'était pas seulement apprendre à dire non, c'était aussi apprendre à dire oui. Donc il y a de plus en plus cette idée dans le fait de transmettre, d'éduquer sexuellement, qui est que les jeunes, les hommes, les femmes doivent apprendre ce que c'est la sexualité, le côté positif, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui doit être acquis de plus en plus tôt, que les jeunes doivent savoir de plus en plus tôt ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Il y a un peu cette idée, je trouve, maintenant dans les cours d'éducation sexuelle, alors qu'il y avait une époque, c'était surtout apprendre à se protéger, apprendre à dire non, apprendre à mettre un terme à ce qui nous fait du mal. Et maintenant, ça a l'air d'être le contraire. On veut apprendre aux jeunes à dire oui, à s'ouvrir à ce monde qui est le monde des adultes, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que dire oui, apprendre à dire oui, c'est la nature du garçon, de la fille, qui aide le garçon et la fille à sentir ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour elle. Ce qui est difficile à apprendre. C'est là où il faut les aider, c'est à dire non. Mais à dire oui, ça vient, c'est spontanément. C'est un processus naturel. Or, ces cours d'éducation sexuelle, cette initiation à l'apprentissage de la sexualité ne peut qu'être déstabilisant si elle n'est pas en parfaite syntonie avec le point évolutif dans lequel se trouve l'enfant. S'il arrive un peu plus tôt, ça déstabilise. Vous savez, construire sa propre sexualité, mais ça va aussi avec la violence. Hein? Construire sa propre sexualité, c'est comme construire une pyramide avec des briques. Il faut les mettre les unes après les autres. Si quelqu'un arrive pour mettre la pointe de la pyramide alors que on est encore à la base, il y a tout qui tombe. Il faut y aller petit à petit en suivant l'évolution de l'enfant, mais de chaque enfant. Et dans une école, il y a des niveaux d'évolution très différents. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à un groupe d'enfants. C'est très personnel, en fait, la sexualité. C'est très personnel. Par ailleurs, l'idée de fond de ce mouvement qui est prôné par ailleurs par des organismes internationaux comme l'OMS part d'un principe d'une bonne volonté tout à fait valable, c'est-à-dire aider ces enfants justement à dire non, aider ces enfants à
à nourrir le respect de leur propre corps, de leur propre intimité, parce que la plupart des abus sexuels se passent en famille. Mais ce n'est pas la bonne manière, en leur donnant des cours. Et d'ailleurs, c'est un peu délicat de dire à un enfant de 4 ans, 6 ans, 8 ans, attention, ton papa pourrait être un violeur, ton grand-père, ton grand frère aussi. C'est déstabilisant. On risque de faire plus de dégâts que d'apporter de l'aide comme on aimerait le faire. Donc, l'idée est bonne, la manière est complètement à côté de la plaque. Oui, outre cette question de la sexualité, il y a aussi le contexte actuel de façon générale, hein, les crises écologiques, les crises politiques, les crises économiques qui semblent peser lourdement sur le moral des jeunes. À titre d'exemple, on a une étude réalisée en 2022 qui montre que 24% des jeunes de moins de 29 ans vivent sous le seuil de pauvreté en France, avec un taux de chômage des jeunes qui est de 14,6%. Au niveau de l'écologie, bon, il y a ces médias qui nous rappellent au quotidien qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Puis la géopolitique, voilà, on n'en parle même pas, les guerres qui se multiplient dans le monde. Est-ce que vous pensez que les jeunes commencent à perdre espoir? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une perte d'espoir chez les jeunes à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe? Oui, moi je les sens dans mon cabinet en perte, effectivement, d'espoir, de confiance vis-à-vis du monde des adultes. Ce que j'observe comme citoyen, et pas du tout comme un psychanalyste, c'est une polarisation de plus en plus évidente en termes de géopolitique entre pays pauvres et pays riches, mais en termes sociologiques, une polarisation de plus en plus grande entre individus qui détiennent et concentrent un pouvoir économique de plus en plus grand par rapport à un groupe de citoyens qui sont en perte de ce pouvoir économique. Hein. Or, les adolescents grandissent là-dedans et avec une sensibilité très très grande que, dans la plupart des cas, ils vont perdre petit à petit pour survivre. Parce que grandir avec la sensibilité qu'ont les adolescents, entrer dans le monde adulte avec la souffrance et les injustices qu'il y a dans notre monde adulte, avec la sensibilité d'un enfant ou d'un adolescent, c'est devenir fou, c'est se suicider. Donc, ils vont malheureusement développer une sorte de carapace protective, faite un peu d'insensibilité ou moindre sensibilité, ou sensibilité sélective, pour pouvoir entrer dans le monde adulte. Or, ces adolescents qui assistent, et par les médias d'aujourd'hui, bombardent, notamment avec des nouvelles anxiogènes, face à un monde dans lequel il y a un tel bombardement d'éléments, de nouvelles anxiogènes, bien sûr, ça déstabilise les jeunes. Mais entre nous, ça dit, pas que les jeunes, les adultes aussi. Il y a beaucoup de dépression aussi chez les adultes, alors qu'ils sont peut-être plus touchés au moment où ils perdent leur emploi. Et alors là, il y a la peur de ne pas retrouver un nouvel emploi, mais il y a aussi tout le bombardement auquel ils deviennent d'un coup plus sensibles. Oui, vous pensez que les médias contribuent à augmenter, à accroître cette angoisse? Hélas, oui. Okay. Hélas, oui. Et les médias ont un pouvoir anxiogène immense. Ouais. Vous direz que c'est un phénomène qui est récent ou qu'on a toujours connu dans l'histoire? Est-ce que ça non. Il est récent, très récent. Et en plus, là-dedans, je crois qu'il y a aussi des intérêts à déstabiliser. Vous savez, dans les relations humaines, dans les couples pervers, le pervers, on le dit souvent au masculin, l'homme pervers, ce qui est assez souvent vrai, mais pas toujours. Dans les couples pervers, le pervers a tout intérêt à déstabiliser sa compagne, parce qu'en la déstabilisant, en lui faisant peur, en la mettant dans un état de panique, il va pouvoir en faire ce qu'il veut.
Eh bien, dans la société, c'est la même chose. Et sans tomber dans des positions paranoïaques, on peut se demander comment ça se fait que aujourd'hui les médias sont utilisés en grande partie pour justement bombarder de nouvelles anxiogènes les adultes et les jeunes, provoquant par là une difficulté à penser. Chez tout le monde, et pas seulement chez les ados. Je dirais même que probablement les ados sont plus résistants que les adultes, ont une capacité de continuer à penser probablement plus grande que nous, adultes. Mais quand même, ce phénomène médiatique provoque, oui, beaucoup d'instabilité, d'insécurité, en créant la peur, la panique. Vous avez beaucoup parlé de perte de repères et de perte de confiance. Je me demandais ce que vous pensez du fait qu'on a de plus en plus un déclin par exemple, de la civilisation judéo-chrétienne. Bon, ça c'est propre à l'Europe, mais ça dépend un peu des pays. On a de plus en plus de jeunes qui perdent des repères aussi spirituels qui historiquement avaient guidé les sociétés. Avant, on avait une religion qui pouvait prévaloir dans un pays ou dans un autre. Est-ce que vous pensez que l'absence de spiritualité, quelle qu'elle soit, elle contribue aussi au mal-être générationnel de ces jeunes? Certainement. Certainement. La spiritualité, peu importe de quelle couleur sépare-t-elle, nous aide à donner un sens à la vie et à donner notamment du sens à la souffrance humaine, aux injustices humaines. Faute de spiritualité, il devient difficile de donner du sens. J'entends de plus en plus de jeunes me dire je ne veux plus regarder la télé, je ne veux plus savoir ce qui se passe au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Il y a des nouvelles tellement discordantes, contradictoires, que je deviens fou, que je deviens folle. Je préfère ne pas lire, ne pas écouter la radio ou télé, parce qu'il y a un chaos, effectivement, qui s'installe. Et là, faute de spiritualité, il n'y a pas grand-chose pour donner du sens à ce qui se passe. On peut se raccrocher à rien, en fait. À l'époque, il y avait cette idée que faire le bien engendrait le bien, faire le mal engendrait le mal. Aujourd'hui, ça n'existe même plus, ce genre de principe simple. Alors peut-être que certains adolescents résistent encore, pas forcément par le biais de la spiritualité, mais de la philosophie, voilà, des théories. Oui, il y a des adolescents qui résistent par ce biais, mais la spiritualité donnée, et je parle au passé parce qu'effectivement on est en perte de spiritualité, la spiritualité donnait quand même sens à la vie. Étant donné qu'on n'a plus cette spiritualité, quel serait votre conseil pour les jeunes aujourd'hui? À quelle valeur il faudrait que ces jeunes se rattachent pour continuer à garder un espoir que vous avez vous-même, hein? Écoutez, l'adolescent découvre son potentiel pulsionnel, donc sa sexualité merveilleuse, sa violence, c'est-à-dire la capacité de s'affirmer, de prendre place, de prendre la parole, de faire valoir son point de vue. Donc une violence qui, bien avant d'être destructive, est constructive. Mais l'adolescent prend aussi possession d'un autre moyen fabuleux, c'est son intelligence. Et donc l'adolescent est porté, de par ses découvertes, à quelque chose qu'on pourrait appeler l'humanité, qui est un petit peu, si vous voulez, l'étage d'en bas de la spiritualité. Déjà, si on pouvait aider ces jeunes à développer des valeurs
disons, dans le domaine de l'humanité. Oui, de l'entraide, des idées sociales, politiques, même si on n'attend pas ce domaine de la spiritualité, ça pourrait être une très bonne chose. Donc, permettre aux adolescents, aux jeunes, vraiment d'apporter leur savoir. Oui, moi je pense que les adolescents sont une source majeure d'espoir, mais on tue leur sensibilité, leur capacité, leur espoir. Et c'est dommage, parce que c'est véritablement une mine pas assez utilisée dans notre société. Merci beaucoup, Monsieur Rizzo, pour cette invitation à revenir à des valeurs fondamentales. Je pense que c'est très important, faute de valeurs spirituelles, au moins que les jeunes puissent retrouver ces valeurs humaines qui semblent s'être perdues en 2024. Oui. Je viens de publier un livre sur un thème complètement différent. À la fin duquel j'en suis arrivé à l'idée que, en reprenant ce fameux poème que chante, ce fameux poème d'Aragon, je crois, que chante un chanteur français, quand il dit la femme est l'avenir de l'homme, je pense que le féminin est l'avenir de l'humanité. Toutes ces valeurs que nous possédons, les femmes, mais aussi nous les hommes, ce côté féminin qui est en nous, cette sensibilité, cet accès que nous avons à nos valeurs, à nos émotions les plus intimes. Je pense que il faudrait mettre au pouvoir, donner la possibilité aux jeunes et aux femmes, en tout cas ce qui est de féminin en nous, à s'exprimer. Alors qu'aujourd'hui, je vois des guerres de testostérone, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, c'est la testostérone des uns contre la testostérone des autres. Les guerres d'ego. Oui, et il manque du féminin là. De la bienveillance, de la douceur, de la sérénité, du calme, de l'harmonie. Merci en tout cas. Merci pour ce message de conclusion très inspirant et vous nous apportez beaucoup d'espoir, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle. C'est aussi un message important pour les jeunes, donc merci beaucoup de mettre en évidence aussi cette polarisation de plus en plus présente dans nos sociétés et de nous inviter à retrouver un sens à cette vie. Merci beaucoup et j'espère à tout bientôt pour une conversation aussi passionnante que celle d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci.